Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré aux revues en Open Access Diamant. Donc, je m'appelle François Gidier et je fais partie du service Sciences ouvertes et accompagnement à la recherche du SCD. Donc, on propose des webinaires à peu près tous les 15 jours sur différentes thématiques liées à la science ouverte. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'Open Access Diamant. C'est un webinaire qui devrait durer autour d'une demi-heure. Et donc, à la fin, on pourra avoir un petit temps d'échange si vous avez des questions ou des commentaires à faire sur le sujet. Ce que je vous propose comme déroulé aujourd'hui, ça va être une première partie un peu introductive, juste de contextualisation pour resituer le modèle Diamant dans la science ouverte, open access et au sein des différentes voies de publication qui s'offrent à vous, pour que ce soit bien clair de quoi il s'agit. Ensuite, on va voir dans une deuxième partie comment ce modèle est en train de se structurer à une échelle internationale. Euh, on verra assez rapidement, assez succinctement comment trouver une revue Diamant et succinctement parce que c'est pas si évident en fait. Je vous expliquerai pourquoi en termes d'outils. Et puis en guise de conclusion, juste terminer par deux diapos sur la question de l'évaluation de la recherche et enfin le rôle du chercheur. Donc voilà le plan que je vais suivre. Et donc pour commencer, ces quelques diapos de remise en contexte du modèle Diamant dans la science ouverte. La science ouverte, il en existe un certain nombre de définitions. Celle qui nous intéresse, j'en ai mis plusieurs. En gros, si on regroupe les éléments essentiellement qui sont marqués en gras dans ces différentes définitions, on comprend que l'idée générale de la science ouverte, c'est de proposer une recherche plus ouverte, évidemment, plus documentée, plus transparente et, in fine, plus reproductible. Et donc, pour faire ça, il faut ouvrir tout le processus de recherche, c'est-à-dire les publications, mais aussi les données qui ont servi à rédiger les publications et les codes sources des logiciels qui servent à générer ou à traiter les données. Donc, c'est vraiment l'ouverture globale de tout ce processus et ça a des implications qui peuvent être assez fortes sur la pratique du chercheur au quotidien. Donc ça, c'est pour le contexte très global et la science ouverte donc regroupe un certain nombre de briques, dont la question des publications qui est englobée dans ce qu'on appelle l'open access. L'open access, donc, ça date du début des années 90, mais ça a été formalisé ou théorisé, on va dire, au début des années 2000 lors de la déclaration de Budapest, comme un mouvement international qui vise à rendre les publications scientifiques accessibles librement et gratuitement pour le lecteur. Donc par opposition au système traditionnel des abonnements dans lequel donc, le lecteur doit payer. Et à cette occasion, il y a deux grandes voies qui ont été définies pour mettre en œuvre l'open access, qu'on appelle la voie verte et la voie dorée. Donc le green open access, ce sont les archives ouvertes. Donc HAL, par exemple, en France, qui est la plus utilisée, mais il y en a d'autres dont on ne parlera pas spécifiquement aujourd'hui, et le Gold Open Access qui correspondait, dans sa définition originelle de 2002, à une revue en libre accès. Donc une revue en libre accès, c'est une revue scientifique, au même titre qu'une revue avec abonnement, mais à la fin, les articles publiés dedans sont accessibles gratuitement aux lecteurs. Et à ce moment-là, dans cette définition de 2002, il n'y avait pas de notion de modèle économique pour financer ces revues en libre accès. Donc c'était le green et le gold. J'en viens maintenant du coup aux différentes voies de publication pour rendre ça un peu plus concret, pour essayer de s'y repérer parmi toutes les options qui s'offrent aux auteurs aujourd'hui et pour justement resituer le modèle diamant dans toutes ces différentes options. Donc si on part du manuscrit soumis, donc de votre préprint, vous avez un premier choix qui est le choix historique ou traditionnel de le soumettre à une revue qui fonctionne avec les abonnements. Et donc, cette revue, donc je ne vais pas détailler le processus de publication, mais c'est important de noter que c'est le même en fait pour tous les différents modèles que je vais vous présenter là, que ce soit avec abonnement ou sans abonnement, il y a toujours du peer reviewing et donc une validation scientifique du contenu avant publication. Et donc, on passe du préprint au post-print, l'étape de mise en page et le PDF éditeur. Donc là, dans les abonnements, on a un accès payant, évidemment, mais immédiat à partir du moment où on a payé. En surcouche de ce modèle des abonnements, on a la voie verte qui apparaît, donc, dont je viens de vous parler, qui est celle de l'auto-archivage. Donc, vous allez avoir le droit de déposer une version de votre article, le plus souvent donc le post-print, dans une archive ouverte.
Et en respectant éventuellement une période d'embargo pour les articles les plus récents, vous allez pouvoir donner accès au lecteur à, cette version de l'article. Le plus souvent le postprint, dans certains cas, ça peut être le PDF éditeur qui est déposé aussi directement dans HAL. Et donc là, on parle de Green Open Access. C'est gratuit pour l'auteur de déposer dans HAL et pour le lecteur d'y accéder, mais on peut avoir un accès différé avec cette notion d'embargo. Si on revient au préprint et que vous ne voulez pas soumettre dans une revue avec abonnement, vous voulez aller vers une revue en open access, ben, vous allez passer par le même processus de publication. Seulement là, vous allez avoir deux choix principaux. Soit vous allez payer des frais de publication, soit vous n'allez pas en payer. Si vous en payez, donc c'est les APC qui figurent ici là, au-dessus de mise en page. Ça veut dire Article Processing Charges, des frais de publication, donc que l'éditeur va vous proposer de payer, enfin vous demander de payer pour publier votre article. Et donc ça, en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Gold Open Access. Donc de la définition de 2002 où c'était une revue en libre accès, le Gold Open Access de 2025, c'est devenu une revue en libre accès financée par les frais de publication. C'est un glissement qui est important parce qu'en fait, au départ, donc on avait ce terme générique de gold et aujourd'hui, c'est devenu vraiment associé au fait de payer des APC. Et ça, c'est sous l'action en fait des éditeurs commerciaux qui ont fait du Gold Open Access une alternative tout à fait rentable pour eux au modèle des abonnements. Donc voilà, c'est pour ça que quand on parle de Gold Open Access, souvent on pense qu'il faut payer. Ce n'était pas le cas à l'origine, c'est devenu le cas. Entre les abonnements et le Gold Open Access, Gold Open Access, pardon, vous pouvez avoir une nouvelle option qui est apparue, qui est l'hybride. Donc là, en fait, c'est des revues avec abonnement qui proposent aux auteurs de payer des frais de publication pour que leur article soit en open access. Donc là, euh, on est sur de l'open access payant et immédiat, et c'est une solution qui est vraiment à éviter parce que du coup, on paye deux fois pour accéder aux articles. Maintenant, si on revient sur notre ligne jaune des revues en libre accès, si vous ne payez pas d'APC, ben, vous tombez dans le modèle diamant. Donc le modèle qui va nous intéresser aujourd'hui. Dans cette voie de publication, vous allez jusqu'au bout, mais tous les frais, tous les coûts liés à la publication sont pris en charge en amont par une institution quelconque, ce qui va permettre à l'auteur de publier son article gratuitement et au lecteur d'y accéder aussi gratuitement. Donc, quand on dit que l'Open Access Diamant, c'est gratuit, on dit gratuit pour l'auteur et le lecteur. Il y a évidemment des coûts qui sont pris en charge par ailleurs. Et pour être tout à fait exhaustif sur ces voies de publication, je vous en rajoute une dernière dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais qui est importante aussi, c'est la stratégie de non-cession des droits. Et donc, elle va s'appliquer euh, à partir du manuscrit en y apposant une licence qui va suivre les différentes versions de votre manuscrit jusqu'au post-print que vous allez pouvoir déposer dans HAL sans embargo. Et donc, ce sera la stratégie de non-cession des droits. Je ne détaille pas, on a fait un webinaire consacré à ce sujet. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous aurez toutes les informations dans ce webinaire. Mais l'intérêt, c'est que c'est aussi une voie de publication dans laquelle c'est un accès gratuit et immédiat à l'article pour les lecteurs. Seulement, la différence, en fait, c'est que dans la stratégie de non-cession des droits, on va donner l'article le plus souvent, on va donner l'accès, pardon, le plus souvent au post-print, alors que dans l'Open Access Diamant, on donnera bien l'accès à la version PDF éditeur finale. Voilà. Donc ça, c'était pour ce panorama un petit peu long, désolé, mais c'est important de resituer le modèle diamant dans toutes ces alternatives qui existent et dont vous avez peut-être entendu parler sans que ce soit toujours très très clair. Donc, on est sur un modèle gratuit pour l'auteur et pour le lecteur. Et par ailleurs, ce qui est très important aussi, c'est que dans le modèle diamant, les auteurs conservent leurs droits sur leurs articles et donc ne signent pas un contrat de cession comme dans le cas des revues avec abonnement. Pour compléter un petit peu cette description du modèle diamant, juste dire qu'un autre point qui est extrêmement important dans ce modèle-là, c'est que on est sur des revues qui sont dirigées par des chercheurs, qui sont possédées par des institutions publiques et qui s'appuient sur des infrastructures publiques pour leur diffusion, leur publication et leur diffusion. Donc on a vraiment une réappropriation
du processus de diffusion, de publication par la communauté scientifique. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, comme c'est dit dans cette autre bout de définition, là, ces revues, donc elles couvrent à peu près le spectre disciplinaire. Elles vont perpétuer dans des conditions nouvelles une tradition ancienne de prise en charge par la communauté de recherche de la diffusion des savoirs qu'elle produit. Donc on revient un peu à la philosophie initiale des sociétés savantes du XVIIe siècle qui avaient vraiment la mainmise et qui étaient gérées par des scientifiques et qui diffusaient des connaissances au sein de la communauté scientifique. Et donc, le modèle diamant, il revient à cet état d'esprit-là et permet de s'affranchir des tiers commerciaux que sont les éditeurs privés qui se sont initiés dans le circuit de publication euh, au moment où on n'arrivait plus à répondre aux besoins de publication parce qu'il y avait une inflation du nombre d'articles. Voilà. Donc ça, c'est un point aussi qui est vraiment important de noter, c'est que ce modèle diamant, il a cette vertu-là de redonner la main à la communauté scientifique sur la diffusion de sa production. Et donc, maintenant qu'on a vu à peu près comment ça fonctionnait ce modèle diamant, je vais vous expliquer un peu comment il se structure au niveau mondial. Et c'est intéressant parce que donc actuellement, vous allez le voir, il bénéficie d'un élan de structuration internationale fort qui donc en fait sa grande force, mais c'est justement parce que c'était sa principale faiblesse qu'on en parle aujourd'hui, c'est que le modèle diamant, c'est un modèle qui est très dispersé, qui était assez peu cohérent et du coup qui manquait de visibilité par rapport au modèle des APC dont je vous ai parlé au début. Ce modèle du Gold Open Access via le paiement d'APC, il est excessivement sponsorisé par les éditeurs commerciaux comme je l'ai dit, qui continuent de générer un maximum de bénéfices grâce à ce modèle économique-là. Et donc, ils ont un lobby très, très efficace qui fait une pression et une communication considérable auprès des chercheurs. Et donc, on a souvent l'impression que l'open access se résume à cette voie de publication avec APC, alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est important que le modèle diamant se structure pour offrir une alternative vraiment crédible aux APC. Donc, je vais vous expliquer un petit peu dans les diapos suivantes comment il s'est structuré. Et donc, c'est un modèle qui existe depuis très longtemps, hein, et notamment en Amérique latine, ils sont pionniers sur le modèle diamant, et donc ça fait des décennies qu'ils travaillent dessus. Mais en termes de structuration mondiale, les choses se sont vraiment accélérées depuis le début des années 2020, et notamment en 2021, un rapport qui a été commandité par la Commission européenne pour avoir un panorama de ce modèle à l'échelle internationale. Et il y a un certain nombre euh, pardon, enfin faits saillants, excusez-moi, qui ont été mis en exergue par ce rapport. Donc, le premier, c'est que à travers le monde, il existe un très large archipel de revues. Donc, on en compte jusqu'à 30 000 aujourd'hui, puisqu'il date d'il y a 4 ans, de revues de diamants qui sont éparpillées donc, à travers le monde et qui servent à un très large éventail de communautés académiques. Et ces revues, elles sont souvent petites. En majorité, elles publient moins de 25 articles par an, mais elles répondent aux besoins d'une communauté scientifique assez spéciale. Décidément, j'ai du mal. Par ailleurs, donc, c'est des revues qui dépendent en grande partie de bénévoles et de financement public pour fonctionner. Elles ont une diversité géographique assez forte, donc on en trouve actuellement 45% en Europe, 25% en Amérique latine. On en trouve également 16% en Asie, en Amérique du Nord, etc. Donc on a une répartition géographique et disciplinaire avec une domination des SHS, puisqu'il y a à peu près 60% des revues de diamants qui sont dédiées aux SHS, mais on en trouve quand même 22% sur tout ce qui est sciences, 17% sur la médecine. Et dernier point mis en avant par ce premier rapport, ce sont des revues qui sont plus multilinguistes que les revues open access basées sur des APC. 38% des revues Diamant proposent le multilinguisme contre seulement 14% des revues avec APC. Et ça, c'est une composante vraiment forte de la science ouverte, hein, de favoriser le multilinguisme pour ben voilà, permettre à des communautés scientifiques de faire aussi leurs recherches locales et dans leur langue d'origine et de ne pas tout basculer sous de l'anglais qui est inégalement maîtrisé.
Suite à ce premier rapport de 2021, on a eu la mise en œuvre d'un plan d'action l'année suivante, dont l'objectif donc est de constituer un écosystème autour de ce modèle de publication du diamant et de le placer sous le contrôle de la communauté académique elle-même. Ça, c'est vraiment un point qui revient toujours, qui est extrêmement important. Et donc, ce plan d'action, il se concentre autour de quatre éléments, l'efficacité des revues diamants, les normes de qualité, le renforcement des capacités opérationnelles et la question de la durabilité qui est aussi très importante pour que les chercheurs s'emparent de ce modèle, il faut qu'il soit stable dans le temps. Suite à ça, en 2022-2023, on a eu deux gros projets européens autour du modèle diamant, le projet Diamas et Craft OE, dont l'objectif est de fournir un soutien et des ressources sur les bonnes pratiques, les standards de qualité éditoriale et la pérennité financière, donc ça c'est Diamas, et sur les infrastructures techniques pour l'autre, donc Craft OE, avec là notamment donc OJS, c'est Open Journal System, c'est le logiciel qui permet de faire fonctionner en fait une revue et notamment les revues Diamant. Et donc il propose aussi des logiciels d'interopérabilité, etc. Tout ça visant toujours à consolider cet écosystème, à le rendre plus robuste et plus visible. Et donc ces deux projets doivent fournir des briques permettant de construire un centre de ressources fédéré qui est prévu dans ce plan d'action de 2022. Là, on est au niveau européen. Ensuite, au niveau mondial, donc ça, tout ça, ça a donné lieu à un premier sommet mondial autour de l'Open Access Diamant qui a eu lieu au Mexique en 2023. Donc, c'est pas un hasard que ça ait eu lieu dans cette zone du monde. C'est là où, en Amérique centrale, Amérique latine, où l'Open Access est le plus développé depuis très longtemps. Ce sont les pionniers, et donc ils ont accueilli ce premier sommet. Et à cette occasion, a été proposée la création d'une fédération mondiale pour l'Open Access Diamant. Donc, on va encore plus loin dans la structuration et c'est vraiment ça qui est intéressant aujourd'hui. Et cette fédération, en fait, elle s'organise autour de quatre niveaux. Le premier étant celui des communautés. Donc, les communautés s'entendent au sens d'une communauté d'auteurs, de lecteurs, de relecteurs, d'éditeurs qui vont partager un sujet d'intérêt commun et qui vont du coup suivre des standards de qualité internationaux pour le fonctionnement de leur revue. Donc ça, c'est le point de départ ou le point d'arrivée, selon le sens dans lequel on lit l'image. Après, on a des centres de capacité. Donc là, on est plus au niveau national ou disciplinaire. Des centres de capacité qui vont fournir un support aux revues. Donc des outils techniques, de la gestion financière, des plateformes de soumission et ou de dissémination des publications, de l'aide pour le copy editing, des conseils juridiques, de la formation d'éditeurs, etc. Donc ça va être un niveau d'assistance pour les communautés pour leur permettre de mettre en œuvre leur revue de diamant. Au-dessus de ça, à un niveau régional, donc niveau européen, niveau africain, niveau sud-américain, etc., on va avoir des hubs de capacité qui vont coordonner et assister les centres de capacité. Et donc, ces hubs, ils vont aussi participer à un alignement des pratiques au niveau international et donc à favoriser les échanges pour faire monter cet écosystème diamant en gamme et en compétences de manière internationale. Et donc, le quatrième niveau de cette fédération, c'est donc la fédération en elle-même, dont l'objectif est de faciliter la construction d'une infrastructure internationale de communication académique gérée par la communauté scientifique. Donc, ça, c'est ce qui a été proposé en octobre 2023 et qui a été mis en œuvre assez rapidement. Donc, ça a donné lieu ensuite à un deuxième sommet mondial qui a eu lieu en Afrique du Sud en décembre 2024, donc c'est très récent. Ça a été suivi des faits dès janvier 2025, donc de plus en plus récent. On a eu l'ouverture du hub européen, donc le hub dont je viens de vous parler pour l'Europe a vu le jour. Et donc, il propose un certain nombre de services, ou il va proposer un certain nombre de services très prochainement. Il y en a qui sont déjà ouverts, d'autres non. Donc, toute une série de services et d'outils pour faciliter les échanges, améliorer les processus de publication, l'efficacité technique des plateformes, etc. Et notamment, c'est le Diamant Discovery Hub, il y aura une liste des revues Diamant qui sont hébergées en Europe qui sera proposée pour leur donner plus de visibilité et permettre aux auteurs de les identifier plus facilement.
Tout ça, ça se fait sous l'égide avec la participation forte de l'UNESCO, et donc ça donne encore plus de poids à cette structuration mondiale. L'UNESCO avait dès 2021 fait des recommandations pour la science ouverte qui sont un texte fondateur pour la science ouverte qui est excessivement partagé évidemment à travers le monde. Et en fait, ces recommandations part du principe que la connaissance scientifique est un bien commun auquel chacun doit avoir un accès équitable. Et pour y parvenir, le modèle diamant, c'est un moyen extrêmement efficace, puisque du coup, il lève toutes les barrières financières d'accès à la publication ou d'accès à la lecture des articles. Et donc, l'UNESCO soutient très fortement la mise en œuvre du modèle diamant dans le cadre de la science ouverte, notamment en hébergeant donc, le secrétariat de la Fédération mondiale diamant dont je viens de vous parler, et également en ayant proposé en 2024 une consultation internationale sur le modèle diamant. Donc, je suis désolé, je ne vous ai pas traduit ce petit paragraphe, mais le but, c'est pas de le lire, c'est juste pour introduire cette, cet apport de l'UNESCO. Et donc, ils ont recueilli plus de 1200 contributions à travers le monde sur ce que les communautés attendent du modèle diamant et sur les disparités géographiques ou disciplinaires pour justement voir comment on peut agir pour structurer le tout le plus efficacement possible. Voilà pour cette partie sur la structuration mondiale. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de vous montrer que on est en train de lier toutes les choses qui existent déjà les unes aux autres pour leur donner plus de visibilité, pour que ce soit un écosystème plus robuste, plus fiable, dans lequel les chercheurs puissent s'investir plus largement et vers lequel ils puissent se tourner pour avoir une alternative de publication en open access au modèle des APC. Donc ça, c'est vraiment important. On est dans quand même un peu une espèce de compétition au sein de l'open access entre le modèle payant des APC et le modèle diamant. Maintenant, alors, comment trouver une revue diamant? Vous allez voir que c'est un titre de partie qui est un petit peu mensonger parce que je ne vais pas vous donner beaucoup d'astuces, tout simplement parce que, comme je viens de vous l'expliquer, c'est un paysage qui est encore très largement fragmenté. Et du coup, il est difficile d'y voir très clair. Il n'y a pas de liste exhaustive des revues qui existent ou de toutes les initiatives. Donc, je vais juste vous dresser d'abord un très bref aperçu, notamment de ce qui se passe et des initiatives qui vous sont proposées en France. Je vous en ai listé juste quelques exemples. Encore une fois, il n'y a rien d'exhaustif. Donc, vous avez par exemple Open Edition. Donc, historiquement, c'est un des pionniers de l'Open Access Diamant en France. C'est une plateforme dédiée plutôt aux sciences humaines et sociales qui actuellement héberge plus de 400 revues Diamant. Vous avez le centre Mersenne. Alors là, on est plus sur de la publication en LaTeX. Et donc, c'est plutôt mathématiques et disciplines scientifiques. On a 24 revues qui vous sont proposées actuellement. Chez Episcience, c'est une plateforme d'édition multidisciplinaire qui regroupe 26 épi-revues. Alors, la petite nuance d'une épi-revue, c'est que c'est une revue scientifique, diamant, mais les articles qui sont soumis à ces revues-là ont été préalablement déposés dans des archives ouvertes. C'est pour ça qu'on parle d'épi-revue. Ça s'appuie sur des archives ouvertes et donc, en fait, l'auteur dépose dans une archive ouverte et ensuite soumet à la revue. On a également PCI, le Peer Community In, qui est une initiative montpelliéraine dont vous avez peut-être entendu parler, qui est basée aussi sur la recommandation de préprints qui ont été préalablement déposés dans des archives. Et on a actuellement 19 PCI disciplinaires et un journal qui publie toutes les recommandations, enfin tous les articles recommandés. Et puis après, Prairial et OpenU Bordeaux, ce sont deux plateformes universitaires qui hébergent chacune quelques dizaines de revues scientifiques sur le modèle Diamant. Donc voilà, des initiatives qui peuvent vous donner des pistes pour soumettre votre prochain article. Au niveau international, je vous ai listé 5 initiatives. Encore une fois, c'est juste des exemples. Donc on a la plateforme Érudit au Canada qui propose 210 revues Diamant dans son catalogue. On a Cielo. Alors là, on est aussi sur les acteurs historiques. Cielo, c'est un outil développé au départ au Brésil qui actuellement regroupe 1350 revues
La plupart sur le modèle diamant, d'autres sur le modèle d'APC, mais des APC modérés de l'ordre de $300 par article, vraiment pour couvrir uniquement les frais de publication et pas pour générer des bénéfices pour les actionnaires. Là, c'est faute de financement public, hein, la situation des pays aussi en Amérique du Sud est variable et donc bon, voilà, ils se débrouillent comme ils peuvent, mais ça fait des décennies qu'ils vont basculer vers ce modèle diamant qui est beaucoup plus accessible pour eux. Redalix, c'est une autre plateforme d'Amérique latine, du Sud, qui regroupe actuellement 1745 revues diamants. Donc là, on est sur des ordres de grandeur par rapport aux dizaines de revues des plateformes françaises. Voilà, ils ont de l'avance, mais on va les rattraper petit à petit. SciPost, c'est plus disciplinaire. Là, on a 14 revues diamants en physique, astronomie, chimie. Donc voilà, des alternatives sur ces disciplines-là. Et puis, je vous ai aussi mentionné AJOL, donc l'African Journals Online. C'est une plateforme qui vise à donner de la visibilité aux revues scientifiques africaines et qui actuellement contient 219 revues diamants. Donc, c'est également en développement assez fort du côté de l'Afrique. Ensuite, pour vous donner quand même un outil de manière un peu plus concrète et pratique, vous avez le DOAJ, qui est un répertoire international des revues en libre accès qui existe depuis un moment et qui recense donc les revues en libre accès. C'est-à-dire que ça englobe aussi bien des revues diamants que des revues avec APC. Et donc, vous constatez qu'il y a actuellement 21 300 revues, 300 revues indexées dans le DOAJ, dont 13 700 qui sont sur ce modèle diamant dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que numériquement, les revues diamant sont plus nombreuses que les revues avec APC, mais en raison du lobby intense des éditeurs commerciaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, les revues avec APC bénéficient de beaucoup plus de visibilité. Et donc, encore une fois, on essaye de contrebalancer cet état de fait et de structurer le modèle diamant pour qu'il devienne une alternative très crédible. Donc, en complément, on aura la liste prévue par le hub européen dont je vous ai parlé. Et puis après, bah, une autre solution pour connaître les revues diamants, c'est le bouche à oreille. Et donc, si vous avez entendu parler d'une initiative dans votre communauté, bah, n'hésitez pas à la partager très largement et à en faire la promotion auprès de vos collègues. Donc, j'en viens maintenant à la conclusion de ce webinaire. Je vais être assez bref, mais je voulais juste revenir en deux diapos sur, d'une part, l'évaluation de la recherche et la science ouverte, qui est un point important, et d'autre part, sur le rôle du chercheur. Donc, l'évaluation de la recherche et sciences ouvertes, pourquoi j'en parle là? Donc, c'est pas vraiment le cœur du webinaire, mais c'est extrêmement lié puisque euh, on se rend compte aujourd'hui que la science ouverte ne peut pas prospérer sans une réforme de l'évaluation de la recherche. Et donc le modèle diamant est évidemment très lié à la science ouverte et souffre du même frein. Euh, C'est-à-dire qu'on a besoin de basculer vers une évaluation qui soit beaucoup plus qualitative et qui ne se repose pas essentiellement sur le facteur d'impact des revues dans lesquelles sont publiés les articles. Je schématise un petit peu, mais pas tant que ça, sur comment se passe l'évaluation de la recherche aujourd'hui. Elle est très centrée sur les articles et comment on évalue par le biais des facteurs d'impact des revues dans lesquelles on publie ces articles. Ça, c'est une approche qui ne convient pas à la science ouverte parce que les revues Diamant, par exemple, le plus souvent ne bénéficient pas ou n'ont pas de facteurs d'impact. D'une part parce que c'est des revues qui peuvent être récentes et qui n'ont pas encore d'ancienneté pour en avoir, mais surtout parce que c'est un choix politique, éthique fort de ces revues-là, de ne pas rentrer dans le système fermé, propriétaire, commercial du facteur d'impact et de ces revues-là indexées dans le Web of Science et autres, et donc de ne pas en avoir. Mais seulement si on n'a pas de facteur d'impact, ben, ce n'est pas un indicateur qu'on peut utiliser pour évaluer les chercheurs qui ont publié dans ces revues-là. Donc, il faut vraiment que cette évaluation de la recherche évolue. Donc, vers une démarche plus qualitative et vers une démarche plus globale, c'est-à-dire qu'actuellement, on se focalise beaucoup sur l'activité de publication, alors qu'il y a d'autres activités scientifiques dans le quotidien d'un chercheur, vous le savez mieux que moi. Vous pouvez faire de la médiation scientifique, de l'encadrement, de l'enseignement, des responsabilités administratives, tout ça, ça fait marcher la communauté scientifique, mais ça, c'est peu pris en compte dans l'évaluation.
Et au sein de l'activité de publication, il n'y a pas que l'article qui compte, on peut aussi prendre en compte d'autres types de production scientifique. Donc, il y a des initiatives de valorisation des préprints, donc j'ai parlé très rapidement, mais il y a aussi d'autres types de documents scientifiques qui peuvent être plus pris en compte ou qui émergent, comme les data papers pour valoriser des jeux de données. Donc ça, c'est pas non plus le sujet du jour, mais il y a des webinaires qui ont été consacrés à ça, ou les rapports, les préenregistrements ou les rapports enregistrés qui vont permettre de proposer une méthodologie de travail plus transparente. Enfin, voilà. Donc ça, c'est des choses que la science ouverte peut, euh, enfin, qu'elle favorise, mais qui doivent être prises en compte. Et donc, ça s'appuie, c'est cette réflexion autour de l'évaluation de la recherche, sur deux grandes initiatives internationales. La première, c'est DORA, son petit nom, c'est la Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche, qui date de 2012 et qui, en gros, stipule qu'il ne faut pas utiliser le facteur d'impact dans l'évaluation de la recherche. La recommandation principale de Dora, c'est comme ça, ne pas utiliser les indicateurs basés sur les revues tels les facteurs d'impact comme succès d'année d'appréciation de la qualité des articles de recherche individuelle. Et c'est plein de bon sens, hein. Le facteur d'impact, c'est un indicateur qui a été détourné de son usage originel, mais qui ne convient pas pour évaluer individuellement un chercheur ou un article. Ça a été signé par des milliers d'institutions à travers le monde et ça a été suivi 10 ans après, donc en 2022, par COARA, qui est la Coalition pour l'évaluation de la recherche, qui vise à implémenter de manière très concrète des nouvelles modalités d'évaluation. Donc les 840 institutions qui ont signé COARA s'engagent à réaliser des cycles d'évaluation basés sur des critères sciences ouvertes pour les promotions ou les appels à projets internes dans les années à venir. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet de dépasser cette évaluation un petit peu limitante basée sur le facteur d'impact et de prendre en compte vraiment tous les aspects de la science ouverte. Et du coup, eh ben, ça va permettre de prendre en compte euh, à- de manière tout à fait complète un article qui est publié dans une revue Diamant, même si elle n'a pas de fameux facteur d'impact. Pour terminer, une dernière diapo sur comment un chercheur peut contribuer, donc comment vous pouvez vous impliquer, vous, à votre échelle individuelle. La première chose, bah, c'est que vous pouvez soutenir les revues Diamant en soumettant vos articles dedans. Évidemment, donc si une revue existe dans votre périmètre, eh ben, n'hésitez pas à lui proposer votre meilleur article. C'est des revues scientifiques de qualité, mais qui ont besoin de soumission pour exister, évidemment. Vous pouvez également faire de la relecture pour les revues Diamant. La relecture, ça reste la pierre angulaire de la validation scientifique des articles, hein, quel que soit le modèle de publication, les revues traditionnelles ou les revues open access, tous ont besoin de relecteurs et on sait qu'avec l'inflation du nombre de publications, bah, il y a une grosse pression sur ces rôles-là. Donc, vous pouvez choisir de faire des relectures plutôt pour des revues Diamant que pour des revues avec abonnement ou des revues qui font payer les auteurs. Par ailleurs, je signale juste que dans la perspective science ouverte, il y a des revues open access qui proposent de l'open peer review. Donc, en tant que relecteur, votre rapport sera publié avec l'article et vous pouvez également le signer. Vous pouvez choisir de ne pas être anonyme. Et ça peut vous permettre derrière de valoriser ce travail de relecture puisque vous avez effectivement un rapport qui est publié avec l'article et qui contient votre nom. Alors que dans le système traditionnel, quand vous faites une relecture anonyme, bah, vous pouvez dire dans votre rapport annuel que vous en avez fait 35, personne ne pourra le vérifier, et donc c'est très peu valorisé. Voilà. Donc un autre bienfait de la science ouverte et des revues open access. Vous pouvez aussi juste communiquer auprès de vos collègues et de votre communauté scientifique sur ce modèle et sur des revues que vous auriez identifiées. Et donc, si ce que je vous ai dit là pendant ce webinaire vous a parlé, ben, à votre prochaine pause café, n'hésitez pas à en toucher deux mots à vos collègues et voir s'ils sont sensibilisés à ce sujet des revues Diamant. Et puis après, si vous voulez vraiment aller plus loin, vous pouvez aussi tout à fait créer une revue Diamant, donc avec quelques collègues bien motivés. Si vous avez identifié un manque dans votre discipline ou dans votre thématique de recherche, eh ben, vous pouvez vous appuyer sur les infrastructures existantes dont j'ai parlé brièvement, les pôles éditoriaux universitaires ou les plateformes nationales qui peuvent vous donner un cadre pour mettre en place une revue
et du coup lancer votre propre projet de publication pour votre communauté scientifique. Et enfin, un rôle qui est extrêmement important aussi, et donc qui est lié à l'évaluation de la recherche dont je viens de parler, c'est de sensibiliser et d'alerter vos collègues, vos pairs dans les comités d'évaluation sur la prise en compte de ces critères sciences ouvertes pour l'attribution des postes ou des appels à projets, peu importe. Donc ça, c'est vraiment les institutions ont pris conscience des limites de l'évaluation de la recherche telle qu'elle se fait traditionnellement, ont proposé des choses pour la réformer, mais derrière, dans les comités d'évaluation, ce ne sont plus les institutions, ce sont les individus qui siègent chez vous en tant que chercheurs. Et donc, c'est à vous aussi d'impulser une nouvelle dynamique et de faire changer les choses, puisque vous êtes au cœur de tout ce système de recherche, de sciences ouvertes, etc. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Juste pour vous signaler les prochains webinaires à venir, donc sur Recherche DataGouv et l'espace Data Montpellier le 11 février, sur l'offre de cahiers de laboratoire électronique que va proposer l'IM le 4 mars et sur les éditeurs prédateurs le 18 mars. Si vous souhaitez nous contacter pour poser des questions autour des publications, vous avez une adresse à l'assistance. Autour des données de la recherche, vous avez une adresse données de recherche. Et maintenant, j'arrête le partage, j'arrête l'enregistrement et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.